Juin 1944, France occupée. Les généraux alliés se réunissent dans une salle secrète à Londres. Ils regardent les cartes étalées sur la grande table en bois. Sur ces cartes, des lignes rouges montrent les rails de train partout en France. Il y a 42 000 kilomètres de rails. C'est le réseau le plus grand d'Europe. Et les Allemands utilisent ces rails pour déplacer leurs soldats très vite. Le général Eisenhower frotte son front avec ses doigts. Il est fatigué. Dans quelques jours, des milliers de soldats américains et britanniques vont débarquer sur les plages de Normandie. Mais il y a un gros problème. 300 000 soldats allemands attendent dans le sud de la France. S'ils montent dans les trains, ils peuvent arriver en Normandie en 3 jours. Alors les soldats alliés qui débarquent vont mourir sur les plages. Les experts militaires ont une solution. Ils disent qu'il faut bombarder les rails avec des avions. Pendant 3 mois, les bombardiers alliés ont volé au-dessus de la France. Ils ont lâché des milliers de bombes sur les gares et les rails. Le bruit des explosions a fait trembler les maisons. Les gens se cachaient dans leurs caves. La fumée noire montait vers le ciel. Mais les résultats sont mauvais. Très mauvais. Les bombes ont détruit seulement 15% des rails visés. Les pilotes essaient de viser les rails depuis le ciel, mais c'est très difficile. Les rails sont petits. Les avions volent vite et haut. Beaucoup de bombes tombent à côté. Elles tombent sur les maisons, sur les écoles, sur les hôpitaux. 67 000 civils français sont morts. Des familles entières. Des enfants. Des vieux. Les Français pleurent leur mort et ils commencent à détester les bombardements alliés autant que l'occupation allemande. Dans la salle de réunion, un général britannique tape sur la table. Il dit que la seule façon de détruire les rails, c'est d'envoyer encore plus d'avions, encore plus de bombes. Les autres généraux hochent la tête. Ils sont d'accord. Personne ne voit une autre solution. Mais il y a un homme dans la salle qui pense différemment. Il s'appelle colonel Pierre-Georges. Les autres l'appellent Tanguy. Il ne porte pas un uniforme brillant comme les autres généraux. Il porte des vêtements simples. Tanguy vient de France. Il fait partie de la résistance française. Ce sont des hommes et des femmes qui se battent contre les Allemands en secret. Tanguy regarde les généraux qui parlent de leurs bombes et de leurs avions. Il attend son tour pour parler. Les autres généraux le regardent avec doute. Pour eux, la résistance française n'est qu'un petit groupe de civils mal organisés. Ce sont des menuisiers qui font des tables. Ce sont des cheminots qui réparent les trains. Ce sont des instituteurs qui enseignent aux enfants. Comment ces gens peuvent-ils faire quelque chose d'important dans une vraie guerre ? Un général américain demande à Tanguy combien d'hommes il a. Tanguy répond calmement. Il dit que la résistance a des milliers de membres partout en France. Dans chaque village, dans chaque ville, il y a des hommes et des femmes prêts à se battre. Le général américain secoue la tête. Il dit que ces civils n'ont pas de vrais fusils, pas de tanks, pas d'avions. Comment peuvent-ils arrêter l'armée allemande ? Tanguy se lève, il marche vers la carte sur le mur. Avec son doigt, il montre tous les rails qui traversent la France. Il dit quelque chose qui fait silence dans la salle. Il dit « Et si nous ne bombardions pas les rails depuis le ciel ? Et si nous les détruisions depuis le sol ?» Les généraux le regardent sans comprendre. Tanguy explique son idée. Il dit que les membres de la résistance connaissent chaque rail en France. Ils travaillent dans les gares. Ils conduisent les trains. Ils savent exactement où placer des explosifs pour faire le plus de dégâts. Ils peuvent travailler la nuit, dans le noir, sans faire de bruit. Les Allemands ne les verront pas venir. Un général britannique rit. Il dit que c'est impossible. Comment quelques civils avec des petits explosifs peuvent-ils détruire plus de rails que 1000 bombardiers ? Il dit que les Allemands vont les attraper. Il dit que c'est une idée de fou, mais Tanguy ne baisse pas les yeux. Il sort un papier de sa poche. Sur ce papier, il y a des chiffres. Il dit que bombarder un rail depuis le ciel coûte 23 000 $, et 40% du temps, la bombe rate sa cible. Mais un saboteur sur le sol peut détruire un rail pour 15 $, et il ne rate presque jamais. Il y a un long silence dans la salle. Les généraux se regardent. Ils ne savent pas quoi dire. Cette idée est si différente de tout ce qu'ils connaissent. Ils sont habitués aux grandes armées, aux gros canons, aux bombardiers qui remplissent tant le ciel, mais Tanguy leur parle de petits groupes d'hommes ordinaires qui travaillent dans l'ombre. Tanguy ajoute quelque chose d'important. Il dit que les Allemands surveillent le ciel jour et nuit. Ils ont des canons anti-aériens partout. Ils abattent des avions. Mais ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas surveiller chaque mètre de rail dans toute la France. Il y a trop de rails. Pas assez de soldats allemands. Le général Eisenhower écoute en silence. Il regarde Tanguy. Puis il regarde les autres généraux. Personne ne parle. Dehors, on entend le bruit de la pluie sur les fenêtres.
Le temps presse. Le débarquement approche. Il faut prendre une décision maintenant. Tanguy dit une dernière chose. Il dit que les membres de la résistance sont prêts. Ils attendent le signal. Ils ont déjà fait des plans. Ils savent hors retard quel rail détruire. Ils ont juste besoin d'explosifs et de permission pour agir. Il dit que si les Alliés leur font confiance, ils peuvent pourtant changer le cours de la guerre. Le général Eisenhower regarde Tanguy pendant un long moment. Puis il hoche la tête lentement. Il dit « D'accord, donnons-leur leur chance ». Les autres généraux ouvrent la bouche pour protester, mais Eisenhower lève la main. La décision est prise. Le plan vert commence maintenant. Dans les semaines qui suivent, des choses étranges se passent dans le ciel de France. La nuit, les gens entendent le bruit des avions qui volent bas. Mais ces avions ne lâchent pas de bombes. Ils lâchent des paquets attachés à des parachutes. Ces paquets tombent doucement dans les champs, dans les forêts, loin des yeux allemands. À l'intérieur de chaque paquet, il y a des explosifs spéciaux. C'est du plastique, une substance molle comme de la pâte à modeler, mais très dangereuse. Les membres de la résistance courent dans le noir pour récupérer ces paquets. Ils les cachent dans des granges, sous des tas de foin, dans des caves secrètes. Entre février et juin 1944, les Britanniques font parachute 487 tonnes d'explosifs. Ils font 1043 largages différents. C'est beaucoup de risques. Beaucoup d'avions, beaucoup de nuits, sans dormir. Mais avoir des explosifs ne suffit pas. Il faut savoir comment les utiliser correctement. Dans un petit village près de Lyon, un groupe de résistants se réunit dans une cave. Un homme qui s'appelle Marcel était cheminot avant la guerre. Il connaît les trains et les rails depuis 20 ans. Il montre aux autres comment faire. Marcel prend un morceau de plastique dans ses mains. Il pèse exactement 800 grammes. Il explique que c'est la quantité parfaite. Pas trop, pas trop peu. 800 grammes peuvent détruire un rail complètement. Mais l'explosion n'est pas assez forte pour alerter les soldats allemands qui patrouillent à plus de 200 mètres. Il montre comment couper le rail à un angle de 45 degrés avec une scie spéciale. Il faut travailler lentement pour ne pas faire de bruit. Le métal est dur, les mains tremblent, la sueur coule sur le front même quand il fait froid. Puis, il faut placer l'explosif exactement dans l'angle du rail coupé. Comme ça, l'explosion va briser le rail en morceaux inutiles. Le plus important, c'est le détonateur. Marcel montre un petit appareil avec un fil et une horloge. On peut régler cette horloge pour que l'explosion arrive 90 secondes plus tard. 90 secondes, c'est le temps qu'il faut pour courir loin et se cacher avant que le rail explose. Pas assez de temps et on meurt. Trop de temps et une patrouille allemande peut trouver l'explosif. Les résistants écoutent avec attention. Ils ont peur mais ils n'abandonnent pas. Ils savent que s'ils font une erreur, ils vont mourir. Les Allemands ont donné des ordres clairs. Tout saboteur capturé sera fusillé immédiatement. Pas de procès, pas de prison. Juste une balle dans la tête. Entre mars et mai, les groupes de résistants font 52 opérations d'essai. Ils choisissent des rails loin des grandes villes. Des rails dans la campagne où il y a peu de soldats allemands. La nuit, ils sortent de leur cachette. Ils marchent dans le noir sans lampe. Ils comptent leurs pas pour trouver le bon endroit. Leurs mains tremblent quand ils posent de l'explosif. Ils règlent le détonateur. 90 secondes. Puis ils courent. Boum! Le bruit de l'explosion déchire le silence de la nuit. Le rail se brise. Le métal tordu brille sous la lune. Les résistants regardent de loin. Ça marche, leur technique fonctionne. Ils rentrent chez eux avant l'aube. Le matin, ils font semblant d'être des gens normaux. Ils vont travailler, ils sourient aux soldats allemands dans la rue. Mais la nuit, ils sont des saboteurs. Pendant ce temps, d'autres membres de la résistance font un travail différent, mais tout aussi dangereux. Les cheminots qui travaillent pour les Allemands copient secrètement les plans des rails. Ils dessinent des cartes qui montrent 2912 points importants. Ce sont les endroits où plusieurs rails se rejoignent, les endroits où les trains doivent ralentir, les ponts, les tunnels. Si on détruit ces points-là, tout le réseau s'arrête. Ces cartes sont cachées dans des livres, dans des paquets de cigarettes, dans des boîtes de conserve. Elles passent de main en main, de village en village. Lentement, le plan vert prend forme. Chaque groupe de résistants reçoit sa mission. On leur dit quel rail détruire. À quelle heure exactement. Tout doit être coordonné. Tout doit arriver en même temps. Mais les Allemands ne sont pas stupides. Ils voient que quelque chose se prépare. Les patrouilles augmentent. Les barrages routiers se multiplient.
En mars, les Allemands capturent un groupe de résistants près de Toulouse. Ils trouvent les explosifs cachés dans une ferme. Les 8 hommes sont emmenés dans une cour. On les fait mettre à genoux. Les soldats allemands tirent, les corps tombent. C'est un message pour tous les autres résistants. En avril, Brechtal, 13 résistants sont fusillés à Bordeaux. En mai 23 à Marseille. Les Allemands affichent des posters dans toutes les villes. Ces posters montrent des photos des hommes morts. En grosses lettres, ils écrivent « Voilà ce qui arrive aux terroristes ». Entre mars et mai, 189 résistants perdent la vie. 189 familles pleurent leur père, leur fils, leurs frères. Mais pour chaque résistant qui meurt, 10 autres prennent sa place. Les Allemands peuvent tuer des hommes, mais ils ne peuvent pas tuer une idée. Ils ne peuvent pas tuer l'espoir. Dans toute la France, des milliers de gens attendent dans le Signal. Ils ont leurs explosifs cachés. Ils connaissent leurs cibles. Ils sont prêts à risquer leur vie. Le 5 juin 1944, le soir tombe sur la France. Les familles mangent leur dîner, les enfants vont au lit, les soldats allemands changent de garde. Tout semble normal. Mais dans les caves, dans les greniers, dans les cachettes secrètes, les résistants allument leur radio. Ils écoutent entre les messages codés de la BBC à Londres. À 23h15 exactement, une voix sort de la radio. Elle récite un poème étrange, les sanglots longs des violons de l'automne. C'est le signal que tout le monde attend depuis des mois. Le plan vert commence maintenant. Les résistants éteignent leur radio. Ils prennent leur sac avec les explosifs. Ils disent au revoir à leur famille, peut-être pour la dernière fois. Ils sortent dans la nuit noire. Partout en France, des milliers d'hommes et de femmes marchent vers les rails. Ils ne se connaissent pas. Ils ne se vointent pas. Mais ils font tous la même chose en même temps. C'est comme un orchestre géant où chaque musicien joue sa note au bon moment. La nuit est chaude et sans lune, le ciel est noir comme de l'encre. C'est parfait pour ce qui va arriver. Dans un champ près de Rouen, 3 hommes marchent vers une voie ferrée. Ils portent des sacs lourds sur leurs épaules, ils ne parlent pas. Chaque bruit peut les trahir. Ils entendent seulement leurs pas dans l'herbe et les battements de leur cœur. Pierre est boulanger. Il a 42 ans et 3 enfants. Jean est fermier. Il a les mains dures du travail dans les champs. Antoine est instituteur. Il enseigne les mathématiques aux enfants du village. Cette nuit, ils ne sont pas boulangers, fermiers ou instituteurs. Cette nuit, ils sont saboteurs. Ils arrivent auprès du rail. Pierre sort l'explosif de son sac. Ses mains tremblent un peu. Jean prend la scie et commence à couper le rail à 45 degrés. Le bruit du métal qui se coupe semble si fort dans le silence. Antoine surveille prélever la route. Au loin, on voit la lumière d'une patrouille allemande. Mais elle est assez loin, trop loin pour les entendre. Pierre place l'explosif exactement dans l'angle du rail coupé. 800 grammes de plastique, il insère le détonateur. Ses doigts tremblent quand il règle l'horloge. 90 secondes. Il regarde Jean et Antoine. Ils hochent la tête. Pierre active le détonateur. Clic, le compte à rebours commence. Les 3 hommes courent. Ils courent aussi vite qu'ils peuvent dans le noir. 30 secondes. Ils sautent par-dessus un fossé. 60 secondes. Ils se jettent carrément derrière un mur de pierre. 90 secondes. Boum. L'explosion déchire la nuit. Une lumière orange illumine le ciel pendant 1 seconde. Le rail se brise en morceaux. Le métal tordu fume. Les traverses-sensors en bois volent dans les airs. Mais ce n'est pas juste une explosion, c'est 2000 explosions, en même temps. Partout en France, de la Bretagne aux Alpes, de la Belgique aux Pyrénées. Le bruit résonne comme un orage géant. Boum, boum, boum. Les lumières oranges clignotent dans toute la nuit française. Près de Lyon, 4 femmes font sauter un pont ferroviaire. À Toulouse, un groupe de cheminots détruit une gare de triage. À Dijon, des adolescents de 16 ans coupent les rails sur une colline. À Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Strasbourg, partout les rails explosent. C'est comme si la France entière se réveillait en colère. Les soldats allemands sortent de leur caserne. Ils courent vers les explosions. Mais quand ils arrivent, il n'y a personne. Juste des rails brisés et de la fumée. Les saboteurs ont disparu dans la nuit. Ils sont déjà rentrés chez eux. Déjà au lit. Déjà en train de faire semblant de dormir. À l'aube du 6 juin, le soleil se lève sur une France différente. Les officiers allemands regardent les rapports avec horreur. 2000 tronçons de rails détruits. 2000. En une seule nuit. 486 locomotives ne peuvent plus bouger. 1822 convois sont bloqués sur place. Le réseau ferroviaire français est paralysé. Complètement paralysé.
À Montauban, dans le sud de la France, la 2e Panzer-Division SS Das Reich reçoit un ordre urgent. Ils doivent aller en Normandie immédiatement. Les Alliés ont débarqué sur les plages. La division a 15 000 hommes et 200 tanks. Normalement, ils peuvent prendre le train et arriver en Normandie en 3 jours. Mais ce matin, il n'y a pas de train. Les rails sont cassés partout. Le commandant de la division regarde la carte. Il doit aller en Normandie par la route. Par la route, c'est beaucoup plus lent. Les tanks consomment beaucoup d'essence. Les camions tombent en panne. Et les résistants français attendent sur toutes les routes. Ils ont des fusils maintenant. Ils ont des grenades. Ils attaquent les convois allemands jour et nuit. La division commence son voyage. Le premier jour, ils avancent de 50 km. Puis, ils doivent s'arrêter. Un pont a explosé. Le deuxième jour, des résistants attaquent avec des grenades. Plusieurs camions brûlent. Le troisième jour, un autre pont explose. Les Allemands doivent en faire un détour. Le quatrième jour, les avions alliés les bombardent sur la route. Le cinquième jour, encore des sabotages. Des arbres coupés bloquent la route. Des mines explosent sous les roues des tanks. Jour après jour, la division avance lentement. 3 jours deviennent une semaine. Une semaine devient 2 semaines. Les soldats sont fatigués. Ils ont peur. Ils dorment dans leurs camions avec leurs fusils. Ils ne savent pas d'où viendra la prochaine attaque. Finalement, après 17 jours, la division arrive en Normandie. 17 jours au lieu de 3. Mais c'est trop tard. Beaucoup trop tard. Les Alliés contrôlent déjà les plages. Dans son bunker secret à Rastenburg, en Allemagne, Adolf Hitler lit les rapports. Son visage devient rouge, ses mains tremblent. Les officiers autour de lui reculent. Ils connaissent cette colère. Hitler commence à crier. Il tape sur la table. Il jette les papiers par terre. Selon les témoins qui sont là ce jour-là, Hitler hurle. Ces terroristes français ont fait plus de dégâts en une nuit que 1000 bombardiers américains en 3 mois. Il ordonne des représailles immédiates. Il veut punir les Français. Il veut leur faire peur. Dans les jours qui suivent, les soldats allemands fusillent 674 otages civils. Des hommes, des femmes, parfois des enfants. Ils les prennent dans les villages. Ils les mettent contre des murs. Ils tirent. C'est horrible, c'est cruel. Mais les Français ne s'arrêtent même pas. Les rails continuent d'exploser. Chaque nuit, de nouvelles explosions. Les Allemands essaient de réparer les rails, mais dès qu'ils réparent un endroit, un autre explose. Ah, c'est impossible à arrêter. Il y a trop de rails. Pas assez de soldats pour tout surveiller. En juin, il y a 3000 sabotages supplémentaires. 3000. Les Allemands ne peuvent plus utiliser les trains en France. Le général Feldmarschall Rommel, le commandant allemand en France, envoie un télégramme à Berlin. Il écrit « Le mouvement des réserves vers le front est devenu impossible. Les sabotages ferroviaires paralysent toutes nos opérations. Nous ne pouvons pas gagner cette bataille sans train. » Les chiffres racontent de toute l'histoire. Avant le plan vert, bombarder un rail depuis le ciel coûtait 20 000 $. Et 40% du temps, la bombe ratait sa cible. Après le plan vert, détruire un rail coûte 15 $. 15 $. Et le taux de réussite est de 95%. C'est 1000 fois moins cher et beaucoup plus efficace. Les généraux alliés qui se moquaient de Tanguy regardent maintenant les résultats avec respect. Le général Eisenhower écrit dans son journal « La résistance française a accompli un miracle. Ils ont fait ce que nos bombardiers ne pouvaient pas faire. Ils ont arrêté l'armée allemande sans avions, sans tanks, sans grande armée, juste avec du courage et de l'intelligence. Dans les villages de France, les gens parlent en secret de cette nuit magique. La nuit où 2000 rails ont explosé. La nuit où la France a montré qu'elle n'était pas morte. La nuit où des boulangers, des fermiers et des instituteurs sont devenus des héros. Mais beaucoup de ces héros ne verront jamais la victoire finale. Beaucoup meurent dans les semaines qui suivent. Les Allemands les chassent, les trouvent, les tuent. Pourtant, chaque fois qu'un résistant tombe, 10 autres prennent sa place. C'est impossible à arrêter. Comme un feu qui se propage, comme une idée qui grandit. Les Allemands peuvent tuer des hommes, mais ils ne peuvent pas tuer l'espoir. Le plan vert ne s'arrête pas après cette première nuit magique. Les explosions continuent, jour après jour, nuit après nuit. Les résistants deviennent plus audacieux. Ils savent maintenant que leur méthode fonctionne. Ils savent qu'ils peuvent en gagner. Entre juin et août 1944, il y a 18 000 sabotages ferroviaires au total. 18 000 rails détruits. 18 000 petites victoires qui s'additionnent pour créer une grande victoire. Les trains allemands ne roulent presque plus en France. Les soldats allemands doivent marcher à pied ou prendre des camions qui tombent en panne. Leurs munitions n'arrivent pas.
Leur nourriture n'arrive pas. Leur renfort n'arrive pas. L'armée allemande en France commence à mourir lentement, coupée de ses ressources comme un arbre coupé de ses racines. En août, Paris se soulève. Les Parisiens construisent Darset des bâtiments, des barricades dans les rues. Ils se battent contre la Reichswehr, contre les soldats allemands, avec des fusils et des pierres, et c'est Pierre-Georges Tanguy qui mène la libération de Paris. L'homme que les généraux ne prenaient pas au sérieux. L'homme qui leur a dit que des civils pouvaient changer le cours de la guerre. Il marche dans les rues de Paris libéré. Les gens pleurent de joie. Ils crient son nom. Des fleurs tombent des fenêtres. Quand la guerre se termine en mai 1945, les historiens militaires commencent à étudier ce qui s'est passé. Ils regardent tous les chiffres. Ils lisent tous les rapports. Ils arrivent à une conclusion importante. Le plan vert a retardé la réponse allemande de 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines critiques. Sans ces semaines, les Allemands auraient pu repousser les Alliés à la mer. Le débarquement aurait échoué. La guerre aurait duré des années de plus. Des millions de gens seraient morts. Tanguy reçoit la Légion d'honneur, la plus haute décoration française. On organise des cérémonies. On fait des discours. Mais Tanguy pense aux autres. Il pense aux 11 000 résistants qui sont morts pour le plan vert. 11 000 hommes et femmes qui ne verront jamais la victoire. 11 000 familles brisées. Des enfants qui grandissent sans leur père. Des femmes qui pleurent leur mari. Des parents qui enterrent leurs enfants. Dans un petit village près de Rouen, une femme va au cimetière chaque dimanche. Elle met des fleurs sur la tombe de son mari. Il s'appelait Pierre, il était boulanger. Une nuit de juin, il est sorti faire sauter un rail. Il n'est jamais rentré. Les Allemands l'ont trouvé. Ils l'ont fusillé. Il avait 42 ans et 3 enfants. Maintenant, ses enfants ont grandi sans lui. Ils ne se souviennent presque plus de son visage. Mais sa femme se souvient. Elle se souvient de tout. Il y a des milliers d'histoires comme celle de Pierre. Des milliers de héros anonymes qui ont donné leur vie. Personne ne connaît tous leurs noms. Il n'y a pas assez de monuments pour tous les honorer. Mais sans eux, la France serait restée dans les ténèbres plus longtemps. Après la guerre, les armées du monde entier étudient le plan vert. Les généraux américains, britanniques, russes, tous veulent comprendre comment ça a marché. Comment des civils mal équipés ont réussi là où des milliers de bombardiers ont échoué. Ils écrivent des manuels militaires. Ils créent de nouvelles doctrines. Le sabotage décentralisé devient une partie standard de la guerre moderne. Dans les années qui suivent, la CIA américaine envoie des agents étudier les méthodes de la résistance française. Le KGB soviétique fait la même chose. Quand des pays se battent pour leur liberté, ils utilisent les techniques inventées par les résistants français. Les mêmes explosifs, les mêmes méthodes, les mêmes tactiques. Le plan vert devient un modèle copié partout dans le monde. Mais au-delà de la stratégie militaire, le plan vert enseigne quelque chose de plus profond, quelque chose sur la nature humaine, quelque chose sur le pouvoir des gens ordinaires. Pendant des siècles, les guerres étaient gagnées par les plus grandes armées, les plus gros canons, les plus nombreux soldats. On pensait que seule la force brute comptait, que les civils ne pouvaient tant rien faire face aux machines de guerre modernes. Le plan vert a prouvé le contraire. Il a montré que l'intelligence peut battre la force, que la coordination peut battre la puissance, que des milliers de petites actions peuvent accomplir plus qu'une grande action. Un bombardier qui détruit un rail, c'est impressionnant. Mais 2000 saboteurs qui détruisent 2000 rails en même temps, c'est révolutionnaire. Cette leçon reste vraie aujourd'hui. Dans notre monde moderne, nous voyons encore des systèmes qui semblent invincibles, des gouvernements qui semblent trop puissants, des problèmes qui semblent trop grands, des injustices qui semblent impossibles à changer. Et les gens se sentent petits, ils se sentent impuissants, ils pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Mais le plan vert nous rappelle quelque chose d'important. Chaque personne a du pouvoir, pas le pouvoir d'une armée, pas le pouvoir d'un bombardier, mais le pouvoir de faire une petite action au bon moment. Et quand des milliers de personnes font ces petites actions ensemble, au même moment, quelque chose de magique se passe. Le impossible devient possible. Les résistants français n'étaient pas des super-héros, ils avaient fait peur, ils tremblaient, ils pleuraient, mais ils ont quand même agi. Pierre le boulanger, Jean le fermier, Antoine l'instituteur, ils n'étaient pas nés courageux, ils ont choisi d'être courageux. Face à l'armée allemande la plus puissante du monde, ils ont choisi de ne pas accepter l'inacceptable. Et c'est peut-être la plus grande leçon du plan vert. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est se lever quand tout le monde reste assis.
C'est allumer une lumière quand tout était noir. C'est croire que les choses peuvent le changer même quand tout semble perdu. Les 2000 rails qui ont explosé cette nuit de juin 1944 n'étaient pas juste du métal cassé. C'était un message qui résonne encore aujourd'hui, 80 ans plus tard. Le message dit « Aucun système d'oppression n'est invincible, aucun occupant n'est tout-puissant, aucune injustice n'est permanente. Tant qu'il y a des gens prêts à résister, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, quand vous voyez quelque chose qui vous semble injuste, souvenez-vous de Pierre le boulanger. Quand vous pensez que vous êtes trop petit pour faire la différence, souvenez-vous de Jean le fermier. Quand vous avez peur d'agir, souvenez-vous d'Antoine l'instituteur. Ils n'étaient pas différents de vous. C'était des gens ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Et ils ont changé le monde. Le plan vert nous enseigne que la vraie force ne vient pas des armes ou des armées. Elle vient de la détermination collective. Elle vient de gens ordinaires qui refusent d'accepter l'inacceptable. Elle vient de milliers de petites lumières qui brillent ensemble dans l'obscurité. Une lumière seule peut sembler faible, mais des milliers de lumières ensemble peuvent illuminer la nuit la plus noire. Cette nuit de juin 1944, la France a montré au monde quelque chose d'important. Elle a montré que le pouvoir ne vient pas seulement d'en haut, il vient aussi d'en bas. Il vient des gens qui font du pain, qui cultivent dans les champs, qui enseignent aux enfants. Les gens que les puissants ignorent. Les gens que les généraux ne prennent pas au sérieux. Ces gens-là ont le pouvoir de changer l'histoire. Ils ont toujours eu ce pouvoir. Ils l'auront toujours.